Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet littéralement vital, mais auquel on ne fait pas souvent attention, le système de transfusion sanguine. Et on va vite se rendre compte que c'est bien plus qu'une simple poche de sang. C'est un défi logistique, scientifique et organisationnel absolument immense qui demande une précision de tous les instants. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on va d'abord voir les grands objectifs transfusionnels, ensuite faire un petit focus sur l'évolution du système en Algérie, jeter un œil à leur réseau actuel et au nouveau schéma national, et puis on va dézoomer pour regarder la situation mondiale avant de finir sur les fameuses recommandations de l'OMS. Première étape, les objectifs transfusionnels, la mission fondamentale. Parce que oui, la transfusion, bien avant le geste médical, c'est d'abord une question d'infrastructure en béton et de sécurité totale. En gros, il y a 4 grands buts à retenir pour n'importe quel système. Le but ultime, c'est l'autosuffisance nationale en produits sanguins. Ensuite, il faut une couverture parfaite des besoins au niveau local, une sécurité vraiment optimale et surtout identique partout sur le territoire, et bien sûr, optimiser au maximum les ressources. Ça, disons que c'est le monde idéal. Deuxième partie, l'évolution en Algérie. On va quitter la théorie 2 secondes pour voir concrètement sur le terrain comment ce pays a essayé de structurer tout ça au fil du temps. Alors, c'est une évolution avec pas mal d'étapes clés. Ça commence en 1968 avec la toute première ordonnance. 20 ans plus tard, boum, création d'un comité médical. En 1995, c'est la naissance de l'Agence nationale du sang. Et puis arrive 2009 avec un tout nouveau schéma organisationnel hyper ambitieux. Mais, petit détail, et pas des moindres, ce fameux schéma visionnaire de 2009 n'a toujours pas été mis en place aujourd'hui. C'est quand même fou, non ? Ce qui nous amène naturellement à la troisième partie, le réseau transfusionnel actuel, qui se résume à un volume énorme mais super fragmenté. Le décalage entre la loi et la vraie vie est assez saisissant. Il faut savoir que le réseau algérien compte aujourd'hui 232 structures de transfusion. C'est un chiffre absolument massif. Ça montre bien que c'est une opération géante, mais ça veut surtout dire que c'est extrêmement éparpillé sur tout le pays. Si on regarde de plus près, c'est découpé en plein de petits morceaux. 45 centres de wilaya, 24 centres de transfusion, 97 postes de transfusion et 66 banques de sang. Et le truc vraiment important à capter ici, c'est que toutes ces entités sont collées aux hôpitaux. Elles sont complètement incrustées dans le système de santé publique local. Niveau activité, c'est du lourd aussi. On parle de plus de 600 000 dons de sang par an. Bon, avec un petit bémol quand même, en 2020, avec la pandémie de Covid-19, ce chiffre a chuté de plus de 13%. Comme quoi, les crises mondiales n'épargnent vraiment personne. Mais alors, où est le problème de ce réseau ? Le goulot d'étranglement, c'est que sur ces 232 structures, 80% d'entre elles font moins de 3000 dons par an. En gros, ça fait même pas 8 dons par jour pour un centre. C'est vraiment la galère pour optimiser les ressources ou garantir une sécurité bien homogène quand on a autant de mini-centres qui tournent un peu au ralenti. Quatrième partie, le nouveau schéma national, la fameuse vision de 2009. Pour régler ce gros souci de fragmentation, la solution imaginée par les législateurs, c'était un changement radical, une vraie centralisation. Géographiquement parlant, la stratégie de 2009, c'était de tout regrouper. Fini les centaines de petites structures partout. À la place, on imagine 12 grandes agences régionales du sang, les ARS. L'idée, c'est de quadriller le territoire, du nord jusqu'aux immensités du sud, de manière beaucoup plus rationnelle. Et ce fonctionnement en pyramide est hyper logique. Tout en haut, on a l'Agence nationale qui dirige les 12 agences régionales, et ces dernières chapeautent à leur tour les banques de sang locales. C'est direct, c'est clair, et c'est surtout pensé pour standardiser les pratiques et faire baisser drastiquement les coûts de fonctionnement. Allez, on dézoome et on passe à la 5e partie, la situation mondiale. Parce que si on trouve ça complexe au niveau local, il faut voir les disparités monumentales qu'on observe à l'échelle de la planète. Les chiffres mondiaux font un peu froid dans le dos. Sur les 113,5 millions de dons récoltés dans le monde, à peine la moitié vient des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le hic ? Ces pays représentent 85% de la population mondiale. Pour vous donner une idée du fossé, dans les pays riches, le taux de dons par habitant est 13 fois supérieur. C'est un déséquilibre absolu. Et il n'y a pas que la quantité qui coince, il y a aussi la provenance. Dans les pays en développement, 31% du sang vient de dons dits, de compensation, des dons familiaux ou même des dons rémunérés, alors que dans les pays développés, c'est tombé à 5%. Cette dépendance à des dons qui ne sont pas 100% volontaires, c'est un énorme défi pour la sécurité transfusionnelle mondiale. Quand on regarde comment tout ça se répartit sur le globe, le constat est sans appel. Les pays du Nord et l'Océanie ont des systèmes super robustes où le don de sang repose presque intégralement sur le bénévolat. À l'inverse, il y a de vastes régions du monde qui rament encore énormément pour faire du don de sang gratuit et régulier une vraie norme.
Ce qui nous amène à notre 6e et dernière partie, les recommandations de l'OMS. Face à un tableau aussi contrasté, il faut bien des règles d'or, une norme de référence pour sécuriser tout ça. La stratégie de l'OMS, elle est carrée. 1. Des services hyper coordonnés au niveau national, un peu comme ce que visait la réforme algérienne de 2009. 2. C'est non négociable. On veut 100% de donneurs volontaires et non rémunérés. 3. Tester systématiquement chaque poche de sang. Et 4. Avoir une législation nationale en béton armé. C'est vraiment l'unique moyen de garantir la même sécurité pour tout le monde, partout. Alors, pour conclure ce décryptage, ça soulève une sacrée question de fond. On vient de voir qu'il y a souvent un fossé immense même, entre une belle loi votée sur le papier et la vraie vie sur le terrain. Le vrai défi aujourd'hui, c'est de savoir comment les États peuvent réussir à combler ce vide. Comment transformer un super décret en une organisation qui sauve des vies, tous les jours, sans faille. C'est le défi ultime pour garantir la sécurité de cette ressource irréplaçable. Et ça donne vraiment matière à réfléchir sur nos systèmes de santé, non ?